Bonjour! Maintenant que vous connaissez la transformée de Fourier et la fonction de Patterson, vous disposez de tous les outils théoriques nécessaires pour résoudre la structure tridimensionnelle d'une macromolécule. Voyons maintenant à quoi vont nous servir ces fonctions mathématiques et comment nous allons les utiliser concrètement. Comme vous l'avez vu précédemment, les deux grandes approches pour résoudre le problème des phases en cristallographie biologique sont le phasage expérimental et le remplacement moléculaire. L'objectif de cette séquence est de vous apporter tous les éléments essentiels pour comprendre comment se passe le phasage expérimental. Quelle que soit la méthode de phasage, il est important de préciser que l'objectif est d'obtenir des valeurs, même imprécises, pour les phases. En effet, si nous trouvons une première valeur approximative de nos phases, encadrée par une valeur minimale et une valeur maximale possible, nous allons pouvoir calculer une première carte de densité électronique. Grâce à cette carte de densité électronique, nous allons positionner des atomes et cela va nous permettre de calculer des valeurs plus précises pour les phases qui seront ainsi mieux encadrées. Nous verrons cette boucle itérative d'amélioration des phases dans une prochaine séquence, mais cette propriété nous permet d'ores et déjà de comprendre pourquoi nous pouvons débloquer le problème des phases même avec une information initiale très incomplète. Vous savez déjà que chaque intensité collectée nous donne un facteur de structure lui-même relié par transformée de Fourier à l'ensemble des électrons dans la maille cristalline. Donc, si nous modifions le contenu de notre cristal, nous allons induire des changements sur tous les facteurs de structure. Pour exploiter cela, nous commençons par collecter un jeu de données avec un cristal de notre macromolécule en l'absence de toute modification. Nous appellerons ce jeu de mesure les données natives. Nos cristaux sont poreux. Ils contiennent en moyenne 50% de solvants, et donc des canaux dans lesquels nous pouvons faire diffuser toutes sortes de petites molécules. Les macromolécules du cristal vont pouvoir éventuellement interagir avec les molécules diffusées. Pour faciliter l'observation des modifications, nous allons utiliser une solution contenant un sel soluble d'un atome lourd, c'est-à-dire riche en électrons, comme du platine ou du mercure par exemple, qui contiennent respectivement 78 et 80 électrons. Nous plongeons un cristal identique à celui correspondant aux données natives dans cette solution. Le sel d'atomes lourds diffuse dans le cristal et va éventuellement interagir avec un ou plusieurs groupements chimiques de la molécule cristallisée. Nous collectons un deuxième jeu de données avec ce cristal, que nous appellerons les données dérivées. Si l'atome lourd a interagi avec les macromolécules du cristal, cela va se traduire par une augmentation du nombre d'électrons à certaines positions. Par conséquent, les intensités collectées avec le cristal dérivé vont toutes être différentes de celles du cristal natif. Une façon de représenter ce qu'il se passe est la représentation vectorielle du type de ce que vous avez vu dans le chapitre précédent. Fp, P pour protéine, avec sa phase alpha P qui est inconnue. FPH, H pour heavy, c'est-à-dire lourd, avec sa phase alpha PH, inconnue également. Pour aller de l'un à l'autre, nous traçons le vecteur FH, avec sa phase toujours inconnue à ce stade. Il s'avère que si on trouve la position des atomes lourds H, et donc si on connaît la densité ρ de x, y, z des atomes H, on connaîtra FH et alpha H associés à chaque position HKL de l'espace réciproque. C'est pour localiser les atomes lourds que la fonction de Patterson va nous servir. Pour simplifier, plaçons-nous dans le cas où il y a un seul atome lourd par motif cristallin. Deux conditions sont essentielles pour utiliser la fonction de Patterson. 1. L'atome lourd est fixé au même endroit dans chaque maille du cristal. Et 2. Les paramètres de maille et la symétrie du cristal n'ont pas changé et la molécule n'a subi ni rotation ni translation dans la maille. On dit que le cristal dérivé est isomorphe au cristal natif. Si on soustrait les facteurs de structure natifs des facteurs de structure dérivés, on doit trouver les facteurs de structure de l'atome lourd. Transposons cette soustraction sous la forme d'une différence de Patterson. FPH au carré moins FP au carré égale delta F iso pour isomorphe au carré, c'est-à-dire égale à la différence au carré des facteurs de structure. Cette différence est à peu près égale à FH au carré. Connaissant les valeurs FH au carré de la fonction de Patterson, comment retrouver la position de l'atome lourd? Comme vous le savez,
la plupart des systèmes cristallins comportent des éléments de symétrie. Dans le cas du groupe P de 1, par exemple, la position x, y, z est équivalente à la position -x, y plus 1,5, moins z. Quand on calcule les positions u, v, w de l'espace de Peterson, ces éléments sont associés à des sections particulières appelées sections de Harker. Dans notre exemple du groupe P de 1, on a deux positions équivalentes, x, y, z et -x, y plus 1,5, moins z. Nous sommes dans l'espace de Peterson. Donc, pour déterminer les coordonnées des vecteurs interatomiques entre atomes reliés par symétrie, nous devons calculer les coordonnées u, v, w correspondant aux positions reliées par symétrie. Voilà ce que ça donne. Entre la position x, y, z et x, y, z, la différence est bien entendu 0, 0, 0, ainsi qu'entre la position -x, y plus 1,5, moins z et elle-même. Ce qui nous intéresse, ce sont les résultats croisés entre x, y, z et -x, y plus 1,5, moins z. Dans ce cas, la position v égale 1,5 correspond à un plan dans l'espace de Peterson dont la position est indépendante de la position de l'atome lourd. Elle ne dépend que de la symétrie du cristal. En fait, v égale 1,5 ou v égale -1,5 sont équivalents, car nous travaillons avec des coordonnées fractionnaires comprises entre 0 et 1. La section v égale 1,5 de la carte de Peterson est une section de Harker. Si nous regardons cette section, nous allons y trouver deux pics résultant de l'atome lourd. Les coordonnées u, w des pics nous permettent de trouver les coordonnées x et z de l'atome correspondant. Dans cette carte, les deux pics observés signifient que nous avons un atome lourd fixé dans chaque maille du cristal avec lequel nous avons collecté les données dérivées. Les coordonnées u et w nous permettent de trouver la position en x et z de notre atome lourd. À ce stade, nous ne connaissons pas la position en y, mais nous pouvons arbitrairement la positionner à 0. Puisque nous avons localisé un atome, nous pouvons calculer son facteur de structure FH et nous connaissons la phase associée à FH. Voyons ce que nous pouvons faire de cette information obtenue à partir d'un seul dérivé isomorphe. On dit qu'on a fait un remplacement isomorphe simple, ou CIR. Pour une tâche de diffraction donnée, nous connaissons l'amplitude du facteur de structure Fp, représenté par la longueur du vecteur, mais nous ne connaissons pas sa phase. Donc, nous traçons un cercle qui représente toutes les valeurs possibles de la phase. À partir de l'origine, nous avons le droit de positionner le vecteur -FH, ce qui correspond à une soustraction du vecteur FH. Cette fois, nous connaissons la phase associée, donc nous connaissons la direction du vecteur. À l'extrémité de ce vecteur -FH, nous traçons le vecteur de longueur FPH correspondant à l'amplitude du facteur de structure des données dérivées. Nous traçons également un cercle, puisque nous ne connaissons pas non plus la phase associée. Or, FPH moins FH égale FP. Donc, les deux positions des vecteurs FP et FPH au niveau du croisement des cercles correspondent aux deux positions possibles pour ces vecteurs, c'est-à-dire aux deux valeurs de phase possibles. Ainsi, l'information apportée par un simple dérivé d'atomes lourds mène à deux phases possibles pour chaque facteur de structure. Nous avons beaucoup progressé, mais il reste une ambiguïté de phase. Ajoutons un deuxième dérivé d'atomes lourds. Nous passons alors à la méthode du remplacement isomorphe multiple, MIR. Nous avons un deuxième facteur de structure FH2 et un deuxième facteur de structure FPH2. Le nouveau cercle, associé aux phases possibles de FPH2, croise le cercle FP en deux points, correspondant aux deux phases possibles que nous venons de voir. Par contre, vous constatez également qu'il n'y a plus qu'une seule intersection commune aux trois cercles, qui correspond à la phase correcte du facteur de structure Fp. L'information apportée par un deuxième dérivé d'atomes lourds permet de résoudre l'ambiguïté de phase. Le problème de la phase est donc résolu et nous pouvons calculer une carte de densité électronique. En résumé, la méthode de remplacement isomorphe permet de résoudre partiellement le problème de la phase dans le cas du CIR ou complètement dans le cas du MIR. Nous verrons par la suite que cette résolution n'est pas aussi tranchée parce qu'il y a de nombreuses erreurs expérimentales.
L'amélioration itérative des phases, ou convergence, sera cruciale. Une limite importante de cette méthode est l'obtention de dérivés d'atomes lourds. En effet, cette méthode nécessite de collecter des données de diffraction avec d'abord un cristal dit natif, puis un cristal dérivé dans le cas du CIR. Dans le cas du remplacement isomorphe multiple, ou MIR, il faudra un deuxième, voire un troisième ou un quatrième cristal dérivé pour obtenir des valeurs de phase suffisamment précises pour amorcer le processus de convergence. L'obtention d'un cristal suffisamment dérivé pour être exploitable peut s'avérer particulièrement difficile. Dans certains cas, on n'arrive tout simplement jamais à trouver les conditions permettant d'obtenir un dérivé d'atomes lourds exploitable. Dans la prochaine séquence, vous verrez une autre façon de résoudre le problème de la phase qui passe par l'utilisation du signal de diffusion anomale.